Comment résumer 2000 pages d'une des sagas de fantasy les plus titanesques? J'ai nommé La Voix des Rois de Brandon Sanderson. C'est le défi insensé que je me suis lancé, et je me suis vite rendu compte que je n'avais peut-être pas fait le meilleur des choix. Résumer un livre, pourquoi pas? Résumer les livres de Brandon Sanderson, c'est une autre histoire. J'ai bien failli abandonner mon idée, mais je ne suis pas du genre à abandonner si facilement, alors j'ai été jusqu'au bout, même si ça m'a demandé énormément de travail. Plutôt que de résumer 2000 pages, je vais d'abord résumer 1000 pages du premier tome de La Voix des Rois, puisqu'en France, le livre est paru en 2 tomes. L'éditeur triche, alors moi aussi. Pourquoi me donner autant de mal? Eh bien, je suis de ces gens qui ont une mémoire d'huître islandaise. J'ai abandonné certaines sagas car je ne me souvenais plus de l'histoire, et j'avais la flemme de relire des milliers de pages avant de pouvoir poursuivre. L'idée ici est de résumer le tome 1 de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Donc c'est une chronique qui va être 100% spoiler, vous êtes prévenus. La vidéo va être dense et un peu longue. J'ai quand même décidé de faire en une seule vidéo. Si cela est trop long pour vous, vous pouvez regarder en plusieurs fois. J'ai mis des timecodes dans la description avec les différents chapitres pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. J'aimerais aussi préciser que je ne sais pas trop comment se prononcent les noms des différents personnages. Donc j'espère que vous m'excuserez si je ne prononce pas correctement. Je vais prononcer les noms en 100% français. Je vous laisse débattre dans les commentaires pour savoir si on dit Caladin ou Caladine, Chalan ou Chalane. Enfin, si vous savez comment on prononce le nom du trafiquant d'esclaves, je vous invite à me le faire savoir. Quelques petits éléments de contexte pour commencer. La Voix des Rois est le premier tome des Archives de Rochard, une des sagas les plus emblématiques du foisonnant auteur Brandon Sanderson. Il est paru en 2 tomes, comme je le disais auparavant. L'histoire se passe sur la planète Rochard qui fait partie du Cosmère, univers imaginé par Sanderson. Rochard est peuplé de différents peuples, avec chacun leur apparence physique, leur culture, leur religion et leur langue. Son territoire est balayé régulièrement par des tempêtes majeures qui ravagent tout sur leur passage. Autrefois, les héros défendaient les humains contre les néantifères lors des désolations. Leur mission était de protéger l'humanité. Ils retournaient ensuite dans une sorte de royaume où ils étaient torturés en permanence jusqu'à la prochaine désolation. L'ordre des chevaliers radieux, nommés par ces héros, ont également abandonné les hommes, en laissant derrière eux leurs lames d'éclat et leurs cuirasses d'éclat. Dans le prélude, on suit un des 10 héros, Kalak, qui parcourt le champ de bataille jonché de cadavres et de ruines pour aller vers le lieu de réunion habituel des héros après les combats de désolation. Seulement lorsqu'il arrive sur place, il ne trouve que Jezrien et 7 lames d'honneur enfoncées dans le sol. Jezrien explique qu'ils ont décidé de mettre fin au pacte sacré. Ils en ont marre de ce cycle infini de combats et de souffrances. Kalak hésite, mais accepte finalement cette décision. Ils diront un mensonge aux humains pour expliquer la disparition des héros. Ils leur diront que les ennemis ont été vaincus. S'il n'y a pas d'autre désolation, ce mensonge pourrait passer. Et dans le cas contraire, il y aura le héros Talenel qui est mort au combat, et se retrouve donc enfermé dans le royaume des enfers. Jezrien et Kalak se séparent, en laissant leur lame d'honneur sur place, après s'être promis de ne pas rechercher les autres héros. Le prologue se déroule 4500 ans plus tard au royaume d'Alektar, où une fête est en cours suite à un traité de paix signé entre le royaume d'Alektar et celui des Parshendi. On découvre le personnage de Seth, un Shinnov fluctomancien, qui a été engagé par les Parshendi pour tuer le roi d'Alektar, Gavilar Kholin. Après des combats musclés où on découvre les pouvoirs extraordinaires et étranges de Seth, celui-ci parvient à assassiner le roi. Mais avant de mourir, Gavilar apprend que cet assassinat a été commandité par les Parshendi, et il ne comprend pas. Il donne à Seth une sphère cristalline et lui demande de dire à son frère, Dalinar Kholin, qu'il doit trouver les mots les plus importants qu'un homme puisse prononcer. Les Shinnov étant très sensibles aux dernières requêtes des mourants, Seth inscrit le message sur le mur avec le sang de Gavilar pour que le frère de ce dernier ait bien le message. La partie 1 se déroule 5 ans après l'assassinat du roi Gavilar. Depuis lors, une guerre est en cours entre Alektar et les Parshendi,
avec une ligne de front située aux plaines brisées. On découvre le personnage de Kaladin, 19 ans, qui est un chef d'escouade combattant dans l'armée d'Alethi, sous la direction du clarissime Amaram. Kaladin mène d'une main de fer son escouade en leur enseignant la tactique et les stratégies de combat, dans le but d'être exemplaire et d'être sélectionné pour rejoindre les plaines brisées. Il recrute Sen parce qu'il le fait penser à son frère, et on les voit lors d'une bataille. Kaladin combat un Paliris, puis un porte-éclat apparaît. On nous laisse en suspens sur cette scène. 8 mois plus tard, Kaladin est un esclave en route vers les plaines brisées. Il est considéré comme déserteur et porte un glyphe sur le front, Chage dangereux. Lorsque les autres esclaves lui demandent quel crime il a commis, Kaladin esquive et répond simplement qu'il a tué un Paliris. Mais ce n'est pas ce qui l'a rendu esclave. Le problème, c'est celui qu'il n'a pas tué. Kaladin remarque une sprenne devant à plusieurs reprises. Elle semble suivre depuis des mois. Alors qu'il s'apprête à utiliser des feuilles de poison pour tuer le trafiquant d'esclaves dont je ne prononcerai pas le nom, la sprenne des vents se met à parler à Kaladin, dont elle connaît étonnamment le nom, et semble connaître aussi son passé. Kaladin ressent une profonde tristesse et un sentiment d'échec fort, de voir comment il a mené tant de gens vers la mort plutôt que de les sauver. Cela est aggravé quand un autre esclave est exécuté par le trafiquant d'esclaves dont je ne prononcerai toujours pas le nom, alors que Kaladin lui avait donné des conseils médicaux pour guérir l'esclave. Il se retrouve perdu sur le chemin des plaines brisées. Le trafiquant d'esclaves demande l'aide de Kaladin, mais celui-ci déchire la carte et refuse de l'aider. Le maître d'esclaves dit qu'il sait que Kaladin n'est pas un déserteur, mais que les meurtriers ne se vendent pas. Il sait que Kaladin a été vendu comme esclave par Amaram, mais on n'en apprend pas plus. Arrivés dans les plaines brisées, les esclaves ont l'espoir d'être enrôlés dans l'armée du roi, et donc d'avoir une belle vie et de pouvoir regagner leur liberté. Kaladin en doute. Il a déjà une aversion pour les Paliris, mais il est quand même sidéré de se retrouver là, alors que c'était le rêve de Tien de venir ici. Alors que Kaladin espère à nouveau devenir soldat et combattre, il est affecté au pont 4 comme homme de pont pour l'armée de Sadéas, soit la pire activité possible. Les hommes de pont sont chargés de transporter et poser les ponts dès que l'alarme d'attaque par Shendi sonne, pour permettre aux soldats de traverser les nombreux gouffres des plaines brisées. Cette tâche est éreintante et très dangereuse. Donc, beaucoup d'hommes de pont meurent soit d'épuisement, soit des flèches par Shendi. Kaladin est le seul homme de l'équipe du pont 4 à survivre lors de sa première expédition, mais il est épuisé et perd connaissance sur le champ de bataille. Il est sauvé par la sprenne des vents. Il apprend avec surprise qu'elle a un nom, Silfrena, Sil. Après quelques semaines en tant qu'homme de pont, Kaladin est le seul membre restant de son équipage initial et il est découragé de plus en plus. Surtout lorsqu'une jeune nouvelle recrue qui lui rappelle son frère Tien meurt. Kaladin est très déprimé et se sent impuissant face à tous ces morts. Incapable de le regarder dans son état actuel, Sil part. Kaladin marche alors jusqu'au gouffre d'honneur pour se suicider. Il est arrêté par la sprenne Sil qui réapparaît en lui portant une feuille de la même espèce que Kaladin avait dans les mains lorsqu'il avait voulu empoisonner le trafiquant d'esclaves. Elle ne sait pas que c'est du poison et l'a amené en pensant rendre Kaladin heureux. Kaladin exprime sa frustration face à ses échecs antérieurs à protéger les gens. Il est hanté par tous ces morts et se tient pour responsable de cela. S'il le convainc de ne pas se suicider et d'essayer à nouveau, arguant que les hommes de pont vont mourir de toute façon. Kaladin retourne au camp et attaque Gaz, son supérieur qu'il a détesté dès le début. Il exige d'être nommé chef du pont 4 en échange d'un 5e de son salaire en guise de pot de vin. Kaladin semble sortir de sa dépression et commence à apprendre les noms de tous les hommes de pont. On découvre ensuite le personnage de Chaland d'Avar, âgé de 16 ans, qui arrive à Kharbranth. Son père vient de décéder, mais sa famille a décidé de garder cette information secrète, car la maison d'Avar doit beaucoup d'argent à des gens. Ils ont peur d'être assassinés ou mis en esclavage pour régler leurs dettes. Chaland et ses frères décident de mettre au point un plan pour résoudre leurs problèmes. Chaland doit se faire admettre comme élève de Jasna Kholin afin de pouvoir lui voler son spiricante en l'échangeant par le spiricante cassé de la famille d'Avar. Chaland est donc à la recherche de Jasna Kholin depuis plusieurs mois. Elle apprend que Jasna se trouve à Kharbranth, donc elle vient tenter sa chance pour la rencontrer.
À Carbranche, Chaland rencontre enfin Jasna. Celle-ci lui demande de l'accompagner car elle doit aider le roi Taravagian à sauver sa petite fille bloquée dans une pièce suite à un éboulement du bâtiment lors de la dernière tempête. Sur le chemin, Jasna interroge Chaland sur ses compétences, mais Jasna a des exigences très élevées et semble attendre d'avoir une élève qui sait déjà tout. La seule compétence avérée de Chaland est l'art, mais Jasna ne semble pas y porter de l'intérêt. Donc Jasna refuse de prendre Chaland comme élève. Jasna utilise son spiricante pour transformer la pierre en fumée, libérant ainsi la petite fille du roi. Pour la remercier, le roi autorise Jasna à accéder au Palané, la plus grande bibliothèque de Rochard. Alors que Jasna se rend au Palané, Chaland l'attend dans une alcôve en dessinant, puis elle décide d'écrire une lettre à Jasna pour la convaincre de la prendre comme élève. Elle rencontre alors Capsal, un prêtre ardent qui cherche Jasna. Ils discutent ensemble, voire flirtent même. Il est impressionné par le don de dessin de Chaland. Il avoue avoir l'intention de convertir Jasna au vaurinisme, alors que Jasna est connue pour être une hérétique athée. Jasna n'est que légèrement influencée par la lettre de Chaland et lui dit de revenir dans quelques années. Sachant que ce n'est pas possible d'attendre si longtemps, Chaland part acheter des livres et se met à les étudier. Sur le chemin de la librairie, Chaland repense au fait qu'ils ont découvert une étrange collection de cartes dans les affaires de son père. Il ne leur avait jamais dit à quoi correspondaient ces cartes. Son frère le plus âgé, Elaran, était peut-être au courant de ces cartes, mais il a disparu 1 an auparavant et avait été considéré comme mort par son père. Jasna est impressionnée par les talents autodidactes et la persévérance de Chaland. Quand elle découvre les dessins de Jasna, cela l'amène finalement à accepter de prendre Chaland comme élève et assistante. Dans la deuxième partie, on suit les personnages de Dalinar Colin et Kaladin. La famille Colin est composée de Dalinar, le père, et ses 2 fils Adolin et Renarin. Ils s'apprêtent à partir à la chasse au démon des gouffres. Ils sont accompagnés du roi Elhokar et d'une grande suite. Adolin est troublé par le comportement de plus en plus étrange de Dalinar, en particulier ses crises pendant les hautes tempêtes, et craint que son père ne devienne fou. Dalinar se souvient de la voix de ses rêves qu'il prétend être le Tout-Puissant. Cette voix lui répète de les unir et que la tempête éternelle approche. Il remet en doute le choix stratégique de rester sur les plaines brisées, estimant que la guerre ne fait que diviser les hauts princes Alethi. Dalinar espère que l'expédition de chasse renforcera la réputation et la confiance en soi du roi Elhokar, diminuée par sa paranoïa à l'égard des assassins. Dalinar s'intéresse moins au corps de gemmes que l'on trouve sur les démons des gouffres tués, alors que les hauts princes passent leur temps à en récolter le plus possible, notamment sa déesse. Alors qu'ils se préparent encore à la chasse, le démon des gouffres apparaît sur le plateau d'observation, tuant une grande partie de la suite. Dalinar, Adolin, Sadéas et Elhokar courent pour tuer le démon des gouffres, mais au milieu du combat, la sangle de la selle d'Elhokar se casse. Il manque de mourir et est sauvé de justesse par Dalinar. Il récupère un énorme cœur de gemme. On découvre Malice, le fou du roi, arrivé il y a quelques mois. Il aime charrier les 2 frères Adolin et Renarin et est perçu comme bizarre par les autres. Se préparant à rentrer chez lui, Sadéas se moque de Dalinar pour son manque d'efforts récents pour gagner des cœurs de gemme. Dalinar méprise le jeu qu'ils en ont fait et la façon dont les hommes de pont sont utilisés comme appât pour les flèches de Parshendi. Dalinar mène l'enquête sur la sangle brisée d'Elhokar, car le roi pense avoir été victime d'une tentative d'assassinat. Il y a un désaccord entre Dalinar et son fils Adolin. Ce dernier suspecte Sadéas et ne lui fait pas confiance, tandis que Dalinar pense que Sadéas est non coupable, car ce sont des vieux amis. Dalinar révèle à Adolin la phrase laissée par son frère à son intention avant de mourir. Secret gardé jusqu'alors par Sadéas et Jasna. On apprend que cette phrase est tirée du livre La Voix des Rois, mais Dalinar n'a pas trouvé d'explication à cette phrase malgré plusieurs relectures de ce livre. Les ouvriers du cuir informent Adolin que la sangle de la selle d'Elhokar a bien été tranchée, mais ils ne sont pas certains que cela soit volontaire ou accidentel. Adolin s'inquiète des visions de son père et se rapproche d'un prêtre pour lui en parler. Celui-ci ne croit pas aux visions et va dans le sens des rumeurs qui disent que Dalinar est fou.
Dalinar suggère à Elhokar d'arrêter la guerre et de mettre un terme au pacte de vengeance, dans l'idée d'unir tous les hauts princes, et aussi parce que leurs ressources commencent à s'épuiser. Il demande à Elhokar de le nommer haut prince de la guerre pour gérer cela. Elhokar est outré de cette proposition qui reviendrait à ne pas venger l'assassinat de son père. Dalinar promet à Renarin de lui offrir une armure et une lame d'éclat, quand bien même Renarin s'inquiète de ses étranges crises de faiblesse et de son manque de talent pour le combat, ce que d'autres personnes comme Sadeas lui reprochent. Lors de l'arrivée d'une tempête, Dalinar s'abrite de justesse dans une pièce. Tous sont témoins de la crise de Dalinar. Dans sa vision, il est attaqué par des étranges créatures qu'il croit être des néantifères, et il est sauvé par 2 chevaliers radieux qui lui disent que ces créatures sont des essences de minuit. Il apprend avec sidération qu'il est à Nathan-Nathan en l'an 337 du 8e âge. Nathan-Nathan est le royaume disparu qui se trouvait sur le même territoire que les plaines brisées actuelles. Il l'invite à venir s'entraîner à Urituru et la voix lui répète à nouveau Unisele, suivi de messages cryptiques qu'il ne comprend pas. Il demande à la voix s'il peut faire confiance à sa déesse, elle lui répond oui. Lors d'un festin, Malice insulte à peu près tous les invités avec son humour si particulier. Il apprend à Dalinar que la rumeur comme quoi il veut abandonner la guerre s'est répandue. Il est perçu comme un lâche par les autres, et son propre fils Adolin se questionne sur sa santé mentale. Dalinar retrouve Navani revenue récemment aux plaines brisées, la veuve de son frère Gavilar et mère d'Elhokar, pour qui il a des sentiments qu'il réprime. Elle dit que son fils, le roi Elhokar, est perçu comme faible et un mauvais roi par les autres, et qu'il a besoin de soutien. Dalinar envisage une nouvelle tactique pour trouver un moyen d'unir les forces des hauts princes pour mettre un terme définitif et rapide à la guerre contre les Parshendi. Il doit réussir à convaincre les hauts princes, tâche loin d'être facile à cause de la compétition pour les cœurs de gemme. Le roi Elhokar, mécontent que Dalinar ne prenne pas au sérieux la tentative d'assassinat à son encontre, annonce qu'il nomme Sadeas haut prince de l'information, dans le but d'enquêter sur la sangle coupée. Adolin ne fait toujours pas confiance à sa déesse, mais Dalinar repousse ses craintes en affirmant que sa vision lui a dit de faire confiance à sa déesse. Dalinar commence à proposer des alliances à différents hauts princes qui refusent ses propositions. On lui reproche sa santé mentale et de baser ses actions sur des visions. Des frictions sont de plus en plus fréquentes entre Dalinar et Adolin concernant ses visions. Adolin reproche à son père de se reposer sur ses visions qui lui disent de faire confiance à sa déesse. Il pense que ces visions ne sont que le fruit de son imagination et il se sépare fâché. Sa déesse demande à inspecter le camp de Dalinar. Adolin craint qu'il ne monte de toutes pièces d'épreuve pour condamner son père, Dalinar. Dalinar est frustré que les hauts princes aient refusé ses offres d'alliance parce qu'il est convaincu que des attaques conjointes sur le plateau pourrait conduire à une nouvelle unification. Lors d'une discussion avec sa déesse, on voit leur divergence d'opinion. Sa déesse se moque de Dalinar qui cite la voix des rois, prétextant qu'il croit à des fables, celles des radieux qui auraient des pouvoirs exceptionnels. Sa déesse n'y croit pas, et quand Dalinar essaye de le rejoindre à sa cause, s'unir pour le bien d'Alektar, sa déesse refuse en disant qu'il le fait déjà en tuant les Parshendi. Au même moment, un démon des gouffres est repéré et Dalinar donne l'ordre de combattre. Au milieu de la bataille, il ressent un malaise durant lequel le frisson habituel est remplacé par un profond sentiment de répulsion face à ce qu'il fait. Puis, il entend une voix lui dire « La vie avant la mort ». Il remporte quand même la bataille. En regardant vers l'origine, Dalinar remarque un groupe de Parshendi parmi lesquels se trouve un porte-éclat. Il ne comprend pas pourquoi ce porte-éclat n'a pas participé à la bataille. Dalinar est de plus en plus tourmenté par plein de questions. Il se demande pourquoi il n'y a pas d'éclat pour les gens ordinaires. Il pose des questions sur le frisson à Adolin pour savoir si son fils le ressent toujours. Adolin s'inquiète pour son père, d'autant que celui-ci délègue tous les interrogatoires de sa déesse sur l'histoire de la sangle. Dalinar s'interroge sur la viabilité à long terme de récolter continuellement des pierres de gemme et sur la faisabilité de ramener les fermiers sur les plaines brisées. 8 des hauts princes ont refusé son offre d'alliance, ce qui ne laisse plus que sa déesse en option.
Dalinar est inquiet de voir l'impact qu'ont sur lui ses visions, le livre La Voix des Rois, et il est dérangé de voir comment les autres le prennent pour fou, même ses propres fils. Il réfléchit alors à abdiquer en faveur de son fils Adolin. Pour réfléchir, il ne trouve rien d'autre à faire que de creuser dans les latrines. Il est interrompu par Navani qui le prévient que Jasnah cherche à le joindre. Sur le trajet, elle évoque avec lui leur relation, mais Dalinar refuse de la voir comme une amante. Elle lui dit par ailleurs que son idée d'abdiquer serait une grave erreur. Lors de la conversation avec Jasnah, celle-ci évoque rapidement ses recherches mais de manière évasive, en disant qu'elle a trouvé des fragments d'informations très intéressants. Elle lui demande de lui raconter à nouveau sa première rencontre avec les Parshendi. Dalinar regrette cet épisode, car lui et Gavilar ont trouvé les Parshendi par hasard alors qu'ils partaient à la chasse aux légendaires démons des gouffres dans une forêt non référencée. S'il ne les avait pas trouvés, le roi n'aurait pas été tué. À ce moment, Gavilar se comportait déjà de façon étrange et était accusé de faiblesse par tout le monde. Jasnah l'interroge pour savoir à partir de quand les Parshendi sont entrés en possession de l'âme d'éclat. Dalinar avoue qu'il n'en avait pas avant la mort de Gavilar. Les Parshendi les ont terriblement impressionnés car en très peu de temps ils ont appris la langue. La première question qu'ils ont posée était de voir les cartes. Jasnah lui demande si les Parshendi ont parlé des néantifères. Ce n'était pas le cas. Elle refuse de dire pourquoi elle pose la question. Puis, elle montre un dessin réalisé par Shallan à partir d'un très vieux livre présent à la bibliothèque de Kharbrandt. Dalinar et son fils identifient le dessin comme celui d'un démon des gouffres. Or, dans la description du livre, il est dit que c'est un néantifère. Jasnah ne sait pas trop quoi faire de cette révélation. Au camp, Kaladin est incapable de persuader ses hommes de s'entraîner avec le pont, alors il s'entraîne seul. Syl, quant à elle, informe Kaladin qu'elle comprend maintenant des concepts abstraits comme le mensonge, la mort et le sarcasme. Elle sent qu'elle change et connaît des nouvelles choses sans savoir pourquoi. Elle est convaincue que Kaladin est la raison des changements en elle. Lors d'une nouvelle corvée de pont, Kaladin choisit d'être placé à l'avant, alors que c'est la place la plus dangereuse. Toutefois, il est le seul à ne pas être touché par des flèches. Il ordonne de ramener les blessés au camp et doit s'opposer à Gaz qui refuse. Il lui verse un nouveau pot de vin. Il cherche à acheter de l'antiseptique à un apothicaire, mais celui-ci pratique des prix exorbitants. Il n'obtient que bandages et matériel de couture. Il attire de plus en plus l'attention des hommes de pont qui l'observent avec curiosité. Sa déesse ordonne que les blessés que Kaladin a sauvés se voient refuser de la nourriture et ne soient pas payés. Kaladin demande aux hommes de pont de partager leur nourriture et leur argent pour les fournitures médicales, mais la plupart refusent, sauf Rock. On apprend aussi que Rock peut voir Syl, alors que personne d'autre ne le peut à part Kaladin. Il se débrouille pour que son équipe soit affectée à la corvée de pierre pour pouvoir recueillir clandestinement des roseaux de Bosseline. Il reçoit l'aide seulement de Rock et Teft, car il est encore considéré comme fou par ses hommes de pont. Rock, Kaladin et Teft préparent en cachette la sève de Bosseline pour en faire un antiseptique. C'est là qu'on apprend que Rock s'est retrouvé homme de pont après avoir glissé du fumier de Chul dans la nourriture de sa déesse lorsqu'il était cuisinier. Il était venu avec son maître qui espérait obtenir une lame d'éclat en provoquant en duel sa déesse, mais il est mort, laissant Rock comme esclave cuisinier de sa déesse. Quand Rock demande à Kaladin pourquoi il est devenu homme de pont, celui-ci donne une réponse cryptique pour esquiver, comme quoi il a tué un homme et qu'il a été remercié pour ça par un homme très important. Kaladin vend la sève de Bosseline à un apothicaire. Il arrive à en obtenir un bon prix, malgré que l'homme tente de l'escroquer. L'équipe du Pont 4 est détestée par tout le monde d'avoir ramené ses blessés. Ils sont donc mis à la corvée des gouffres en guise de punition. C'est un travail risqué qui consiste à ramasser tous les équipements au fond des gouffres qui sont envahis de démons et d'inondations à chaque tempête. Cette expédition leur permet de parler entre eux et de commencer à mieux se connaître. Kaladin trouve une lance et ne peut s'empêcher de l'utiliser en effectuant un enchaînement sophistiqué qui impressionne les autres hommes de pont qui n'avaient jusque-là cessé de remettre en doute sa légitimité à être leur chef. Ils découvrent aussi des corps de Parshendi et constatent alors que leur armure fait partie intégrante de leur corps et qu'ils ont des couteaux. Ce matériel sophistiqué remet en question le fait qu'on dise d'eux qu'ils sont des barbares. Kaladin n'arrive pas à se résoudre à fuir. Il trouve une idée pour convaincre les hommes de pont de s'unir. C'est l'épisode où Rock prépare un ragoût qui permet à tous les hommes de pont de se rassembler enfin.
Puis certains commencent à accepter de s'entraîner avec Kaladin. Dans la troisième partie, on suit les personnages de Kaladin et Chaland d'Avar. Kaladin a maintenant le soutien de toute l'équipe du Pont 4, même si certains sont encore méfiants. Ils s'entraînent tous, ce qui permet de réduire les morts pour chaque expédition. Mais ils sont la risée des autres hommes de pont. Kaladin réfléchit à une nouvelle méthode pour porter le pont. Gaz s'en rend compte et est tout d'abord mécontent. Puis il incite à utiliser cette méthode car il espère que ça amènera Kaladin vers la mort. Gaz a eu une conversation avec son supérieur, Lamaril, quelque temps plus tôt, car Lamaril ne voit pas d'un bon œil l'équipe du Pont 4, qui fait preuve d'initiative et d'indépendance. Il veut voir Kaladin mort, mais d'une mort qui paraît naturelle pour ne pas faire de lui un martyr. Gaz se retrouve dans une position compliquée. D'un côté, il a les pots de vin de Kaladin, donc ne peut pas vraiment le tuer. De l'autre, il n'arrive pas à rembourser sa dette à Lamaril, et il craint de finir lui-même homme de pont. Lopen intègre l'équipe du Pont 4. Lors d'une course au pont, Kaladin ordonne à son équipe d'utiliser sa nouvelle méthode de porter le pont latéralement pour se protéger. Cela fonctionne, aucun homme n'est touché, mais cela sape complètement l'assaut des soldats de Sadéas. Plusieurs centaines d'hommes de l'armée meurent. Gaz et Lamaril viennent pour exécuter Kaladin, mais ce dernier les convainc de ne pas le faire. Il se fait juste trosser par les soldats. Lamaril est ensuite tué par Sadéas. Kaladin est quand même condamné à être exposé à la prochaine tempête majeure pour être jugé par le père des tempêtes, ce qui revient à une mise à mort. Ces hommes de pont viennent le voir avant pour lui exprimer leur reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et lui dire adieu. Kaladin les assure qu'il va survivre. Teft lui donne comme porte-bonheur une sphère. Lorsqu'il est frappé par la tempête majeure, Kaladin a une vision d'un visage énorme dans le ciel. Il ressent des choses dans son corps qu'il ne comprend pas. Kaladin survit miraculeusement à la tempête, mais il est gravement blessé. Les frères de Chaland la contactent pour lui dire que les créanciers exigent leur argent et que la situation devient de plus en plus compliquée à gérer. Des hommes dangereux sont venus les visiter à la suite de la mort de l'intendant de la maison d'Avar, Luesh, pour leur réclamer la restitution du spiricante. Or, ils ne savent pas où leur père avait récupéré ce fabrial, et ils suspectent que leur père était en train de manigancer quelque chose. Ils pressent Chaland de subtiliser le spiricante de Jasna. De plus, Luesh portait un pendentif avec un symbole particulier, symbole également porté comme tatouage par l'un des amis entre guillemets qui est venu leur rendre visite. Chaland poursuit ses études auprès de Jasna, mais elle s'étonne que celle-ci la fasse étudier l'assassinat de Gavilar. Malgré tous les écrits, personne ne sait pourquoi cet assassinat a eu lieu. Lors d'une conversation entre Jasna et Taravagian, celle-ci refuse de dire où elle a obtenu son spiricante. S'ensuit une discussion sur l'athéisme de Jasna. Pendant ce temps, Chaland réalise le portrait du roi suite à sa demande. Sauf qu'elle se rend compte qu'elle a dessiné sans s'en rendre compte 2 créatures étranges avec des symboles à la place de la tête. Chaland commence à prendre goût à ses études et commence à avoir des doutes sur ses capacités à voler le spiricante de Jasna. Alors que Chaland cherche un livre à la bibliothèque, elle trouve le livre Souvenance des ombres, celui que Jasna consultait lorsque le roi leur avait rendu visite. Elle le parcourt secrètement et s'étonne de voir que ce n'est qu'une série de contes pour enfants où il est question d'esprit et de néantifères. Chaland et Capsal se retrouvent encore à badiner. Comme d'habitude, il vient quand Jasna n'est pas là. Il a peur que l'hérésie de Jasna la contamine et il insiste Chaland à changer de dévotaire. S'ensuit une discussion sur les preuves de l'existence du Tout-Puissant. Jasna les surprend et avertit Chaland de ne pas faire confiance à Capsal qu'elle accuse de vouloir chercher à voler son spiricante. Chaland lit le rapport d'expédition de Gavilar après qu'ils aient découvert les Parshendi. Le rapport explique que le roi Gavilar n'avait pas compris l'importance de cette découverte au premier abord, mais la découverte de parches autonomes avec une civilisation propre impliquait de remettre en cause tout ce qu'il croyait des parches, considérés comme des servants dociles incapables de vivre seuls. Ces parches autonomes ont été appelées Parshendi.
Chaland interroge Jasna sur la raison qui a poussé le roi Gavilar à conclure un traité avec les Parchendi. Elle ne sait pas la réponse. Elle suppose qu'il cherchait peut-être à obtenir des éclats ou des cœurs de gemmes. Elle lui pose aussi la question de la raison de l'assassinat de Gavilar, mais Jasna ne sait pas non plus. Malgré ses recherches dans la bibliothèque, Chaland n'est pas parvenu à trouver des informations sur comment utiliser le spiricante. Chaland n'arrive pas à se résoudre à voler le spiricante de Jasna, alors qu'elle en a l'occasion lors d'une scène où Jasna prend son bain. Le premier tome de La Voix des Rois se termine dans une scène où Jasna décide d'emmener Chaland dans une partie dangereuse de la ville en pleine nuit pour lui enseigner la philosophie. Elles sont attaquées par 4 hommes. Jasna utilise son spiricante pour tuer les hommes. Au retour, Chaland est tellement choquée de voir comment Jasna a utilisé le fabrial qu'elle procède à l'échange des spiricantes. Des intermèdes se trouvent entre chaque partie, présentant des courts passages de personnages qu'on ne connaît pas. Les 3 premiers intermèdes parlent d'Ishik, de Balat et de Seth. Le personnage de Ishik est un pêcheur du lac limpide. Des étrangers viennent le voir pour lui demander des informations sur un homme prénommé Oid. Ishik leur dit n'avoir trouvé aucune trace de l'homme recherché malgré plusieurs mois de recherche. Balat, le frère de Chaland, se sent coupable que Chaland fasse tout le travail pour sauver leur famille. Il éprouve un ressentiment envers elle, car elle était la seule contre laquelle leur père n'était jamais en colère. Il est interrompu dans ses pensées par Wikim, un autre frère, qui lui annonce qu'ils ont un problème. Le nouveau maître de Seth, Touk, l'utilise comme un esclave pour faire des démonstrations de l'obéissance de Seth, pour obtenir des boissons gratuites et amuser la populace en lui faisant faire des choses ridicules. Les autres s'étonnent de l'éloquence de Seth, égale à celle d'un Paliris. Seth se réjouit secrètement de tous ses maîtres successifs qui lui demandent de faire des tâches domestiques, échappant aux ordres de tuer, ce qu'il déteste faire. On apprend qu'il doit suivre tous les ordres donnés par le propriétaire de sa pierre de serment, à l'exception de ceux de se suicider ou d'abandonner sa lame. Un soir, Touk est tué par Makek et ses voyous. La seconde série d'intermèdes concerne les personnages de Rizn, Akzi et Seth. Rizn et son professeur marchand Vestim sont en visite à Shinovar pour faire du commerce. Vestim demande au trafiquant Tresh s'il a un autre serviteur comme celui qui lui a donné il y a 7 ans. Le trafiquant lui répond qu'il n'en a pas et qu'il espère ne pas en avoir d'autres comme lui. Akzi, le collecteur, se réveille dans une ruelle de Kazitor. Il étudie les différents types de sprains et s'est saoulé la veille pour tenter de voir des sprains d'alcool. Vu qu'il se promène tout nu à travers la ville, il est arrêté et mis en prison, ce qui ne le dérange pas, car il pourra peut-être alors observer une sprain de captivité. Seth est maintenant l'esclave de Makek, qui se sert de lui pour assassiner ses rivaux. Il vient justement d'ordonner à Seth de tuer son dernier rival. Toutefois, lorsque Seth arrive sur les lieux, le rival a déjà été assassiné et un homme tient la tête de Makek dans une main et sa pierre de serment dans une autre. L'homme lui donne une liste de nobles de haut rang à assassiner. Certains chapitres du roman sont des flashbacks de la vie de Kaladin. Ces flashbacks décrivent le parcours de Kaladin entre 9 et 6 années plus tôt. On y apprend que le père de Kaladin, Lyrin, est chirurgien dans son village. Son père veut le faire chirurgien, car Kaladin est très doué et prévoit de l'envoyer à Kharbrandt étudier la chirurgie. Kaladin se questionne beaucoup sur son avenir, hésitant entre devenir chirurgien ou devenir soldat. Avec le temps, il comprend qu'il veut devenir soldat, mais son père n'accepte pas cette idée, ce qui provoque des disputes. Dans un passage, Kaladin se retrouve à se battre avec d'autres garçons et est pris d'un frisson de joie quand il se bat avec un bâton. Alors qu'il est traumatisé lorsqu'il n'arrive pas à sauver une fille lors d'une opération, elle perd et il se sent coupable, n'arrivant pas à lâcher prise malgré les conseils de son père.
On découvre aussi toute la relation fraternelle entre Kaladin et son frère Tien, qui s'amuse à lui donner des cailloux pour aider Kaladin à aller mieux. Lorsque le bourgmestre de la ville, le clarissime Wistio, meurt, celui-ci lègue à Kaladin une somme importante de sphères pour qu'il aille se former comme chirurgien à Karbrand, puis qu'il revienne pour s'occuper des habitants. Le nouveau bourgmestre, Clarissime Rochon, est très mécontent d'avoir été affecté à ce village perdu, et il mène la vie dure à la famille de Kaladin. Rochon accuse Lyrin d'avoir laissé mourir l'ancien bourgmestre et d'avoir volé les sphères. Il monte la tête des habitants qui finissent par venir agresser Lyrin, mais celui-ci arrive à les faire fuir. Voilà pour cette chronique 100% spoiler du tome 1 de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Vous êtes maintenant fin prêt pour lire le tome 2. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre le pouce et partager la vidéo à d'autres gens qui ont aussi une mémoire d'huître islandaise. Vous pouvez mettre dans les commentaires les passages du livre qui vous ont le plus marqué. À bientôt!